Merci, cher Jacques Marceau. Merci pour l'organisation de cette réunion, de ces assises, avec 2 ans de retard, remarquez, mais au moins nous y sommes à nouveau présents. Et probablement le thème que vous avez choisi d'aborder a plutôt pris de l'ampleur qu'il n'en a perdu durant ces 18 derniers mois. La crise du Covid agit comme un accélérateur des mutations des services financiers et nos banques ont été très impliquées pour accompagner l'ensemble de leurs clients et la relance de l'activité économique de notre pays. L'image des banques, d'ailleurs, est plutôt meilleure en sortant de crise qu'au début de crise. Je ne sais pas si c'est le cas pour les assureurs, mais ils tentent aussi de rectifier leur image et on voit bien que le champ financier, en dehors même de l'application des technologies, a beaucoup évolué au cours de cette crise. La crise, elle a montré d'abord l'adaptabilité des banques pour répondre aux besoins de leurs clients. Pour ne citer qu'un exemple qui touche tout le monde, c'est l'augmentation du plafond du sans contact de 30 à 50 euros. Alors c'est une décision gouvernementale, mais c'est une décision évidemment appliquée par l'ensemble du système financier et qui a plutôt bien marché et qui a permis aux banques quand même de passer, en tout cas de relever un défi informatique avec des équipes souvent qui travaillaient à distance. C'est pas si simple en réalité de le faire aussi vite et ce défi a été relevé. Je pense aux prêts garantis par l'État avec des outils numériques, une formation massive de conseillers. Enfin, le milieu a dû s'adapter à tout ça. Pas que le milieu bancaire. Enfin, tous les Français ont dû s'adapter, toutes les entreprises, les gouvernements ont dû s'adapter. Imaginez que l'administration fiscale s'est bien distribuer de l'argent. C'était évidemment une adaptation probablement la plus notoire de cette crise. Selon une étude de McKinsey, la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des entreprises d'environ 7 ans. Les consommateurs ont massivement migré vers des canaux numériques pour effectuer leurs achats, pour répondre à cette nouvelle demande. Les entreprises ont dû elles-mêmes évidemment numériser à toute vitesse les offres de produits et de services et le mode de distribution de ces produits. Toujours selon McKinsey, 55% des interactions avec les clients sont désormais numériques en Europe, ce qui représente un bond en avant de 3 ans par rapport aux prévisions pré-crise. Donc la crise fait gagner du temps. C'est la fameuse crise, c'est une opportunité. Chacun le dit souvent dans son propre domaine. C'est pas faux. Évidemment, il ne faut pas gâcher l'opportunité dans les années qui suivent la crise et il faudra y veiller. La conséquence de cette mutation, elle est grandissante. Elle est positive en termes de rapidité et de facilité pour les consommateurs, initialement faiblement reliés à leur banque. Elle est négative quand même pour les consommateurs qui sont engagés dans des relations bancaires probablement de plus long terme. Les fintech et les big tech, comme on dit, peuvent à la fois concurrencer les banques et compléter leur offre en proposant des services différenciés, ce qu'elles font. Leur présence soulève plusieurs questions en matière de concurrence dans le secteur bancaire. Certains ont peur de la concurrence, puis d'autres considèrent que le monde a toujours fonctionné comme ça et que chacun fera comme il le veut. La plupart des banques utilisant les données de paiement pour octroyer des crédits, le détournement des flux de paiement par les fintech pourrait réduire la qualité des portefeuilles de prêts bancaires. Il y a donc, et plus généralement de relations bancaires, il y a donc beaucoup d'enjeux sur la transformation du secteur bancaire. Si les fintech bénéficient de la confiance des investisseurs, elles risquent aussi peut-être un jour de faire les frais de leurs excès. Les marchés regorgent de liquidités, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cela ne fait que renforcer la suspicion de bulles sur de nombreux actifs, dont les startups, dont la finance verte aussi. Dans le secteur des actifs numériques, les banques se retrouvent concurrencées puisque la blockchain est un outil en soi de décentralisation de la décision, a précisément pour vocation d'écraser le rôle d'intermédiation des uns et des autres. Si elles ont encore du mal à trouver leur place vis-à-vis des cryptoactifs, les banques sont toutefois désireuses de prouver qu'elles n'en sont pas moins innovantes. En général, d'ailleurs, elles rachètent des entreprises plus petites et pas moins innovantes que les néobanques ou les géants du paiement et qu'elles peuvent, elles aussi, participer à l'élaboration d'un système de paiement plus rapide et plus efficient. L'émergence des stablecoins peut être vue comme une tentative de créer une connexion entre l'univers des cryptoactifs
échangés sur une blockchain et le système financier traditionnel. Il y a pas mal de gens qui ont sur leur portefeuille de crypto actifs, lorsqu'ils réalisent des opérations et qu'ils dégagent des plus-values, ils ne sortent pas de l'écosystème des crypto-actifs pour des raisons souvent fiscales, et ils réinvestissent ces crypto-actifs en stablecoins, simplement parce qu'il y a évidemment une garantie et une stabilité des choses. C'est de l'argent qui ne sert pas à grand-chose. On voit bien qu'il y a beaucoup de manières d'envisager tous ces sujets-là. Et dans ce contexte, les fintechs et les big tech ne sont plus les seuls à investir dans le développement des actifs numériques. Certaines banques se sont mises elles-mêmes à tester des stablecoins, notamment pour gérer des paiements de gros. Et face au projet de Global Stablecoins, de nombreuses banques centrales envisagent aussi de créer leur propre monnaie numérique de banque centrale. On ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit. Les Chinois le font évidemment à grande vitesse, mais c'est essentiellement pour assécher tout autre marché que le leur. Christine Lagarde et la BCE développent rapidement quelques idées là-dessus, plutôt internes au milieu financier. On verra ce que ça donnera. Il faut aussi trouver des usages, et des usages compréhensibles, une valeur ajoutée au fond. Dans ce contexte de développement rapide et massif des cryptoactifs, il appartient aux régulateurs de maintenir une position équilibrée en encourageant les innovations tout en protégeant les investisseurs et les petits porteurs, en garantissant le respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, et en préservant la souveraineté monétaire ainsi que la stabilité financière. Cette question, elle est au cœur de l'actualité, vous le savez parfaitement bien. C'est beaucoup d'enjeux très très positifs et d'enjeux très très négatifs. Il y a un enjeu aussi fondamental, c'est la souveraineté de la décision publique et la souveraineté de l'État. Si vous décentralisez totalement, absolument tout, votre droit de propriété, il sera quelque part tenu dans une blockchain dont personne ne comprend très bien comment ça fonctionne, etc., etc. On peut tirer les choses de façon très, très élargie. Il y a, au fond, quand même, l'État, enfin, moi, me semble-t-il, les États ne doivent pas abdiquer un certain nombre de leurs pouvoirs. Ce n'est pas les fintechs, c'est les big tech qui deviennent extraordinairement dangereux. Ils allient à la fois la puissance technique et la puissance financière immédiate, sans avoir à s'adosser à d'autres. Cette question, donc, elle est fondamentale. Moi, j'ai un peu travaillé sur le sujet. Je m'apprête à rendre public un rapport de suivi d'un rapport que j'avais fait il y a 2 ans sur les cryptoactifs, l'Assemblée nationale étant peu au courant de cela. Enfin, collectivement, il y a plein de députés qui regardent ça très très près, mais c'est très important qu'on puisse avoir un travail qui soit un travail où on recolle bien à la fois la puissance publique, il n'y a rien de meilleur normalement dans une démocratie, puisque c'est la représentation du peuple, et l'utilisation de ces technologies qui, en elles-mêmes, conservent une part d'obscurité. Définir une doctrine claire en matière de paiement est d'autant plus important que l'organisation industrielle de ces activités a un impact sur les aspects fondamentaux de nos sociétés, tels que la souveraineté monétaire, la stabilité financière, la lutte contre l'évasion fiscale, le terrorisme, les activités illégales, ainsi que la préservation des données privées. Ce cadre permettra aussi de garantir la cohérence entre la réglementation bancaire et financière, la réglementation des données personnelles et la politique de la concurrence. La Commission européenne, en 2020, a proposé une stratégie générale pour la transformation numérique des intermédiaires financiers dans le cadre du Digital Finance Package, incluant un chapitre spécifique sur les systèmes de paiement, la directive, la DSP2, concernant une authentification forte pour les paiements de plus de 100 €, dont le calendrier était plusieurs fois repoussé, s'applique depuis avril dernier. Tout le débat sur la protection des données, il est évidemment virulent. Mais il est virulent pas que dans ce monde-là, il est virulent partout. Au fond, chacun d'entre nous donne ses données à un moment donné parce qu'il en perçoit l'avantage. On ne voit pas très bien toujours à quoi ça peut servir, mais enfin, ça marche comme ça. Et donc là aussi, la maîtrise, au fond, par le peuple de ses propres choix est fondamentale. Encore faut-il qu'il soit informé de ce que ces choix comportent. Le monde bancaire a raison de s'émouvoir.
Alors, il y a l'émotion positive, puis l'émotion négative, mais la raison de s'émouvoir de la distribution des données qui sont les leurs, donc ils faisaient souvent peut-être pas grand-chose, mais des données qui sont les leurs. Aujourd'hui, c'est un sujet absolument fondamental. Ces dernières années, les autorités européennes ont ainsi favorisé l'émergence des fintechs et contraint les banques à donner davantage accès à leur système d'information. L'emprise croissante des géants du numérique dans les services financiers pose des questions de pouvoir de marché, de respect de la vie privée, remet en question les approches réglementaires actuelles. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais avec le président de l'AMF, la réflexion sur la régulation de l'ensemble de ces activités, de cette manière de procéder, est évidemment là aussi au cœur de la protection des uns et des autres. Connaître son client, éviter l'anonymat, etc., etc., etc. Contrôler, comme sur un marché, les prises, les excès est fondamental. Alors c'est compliqué à faire techniquement. L'AMF doit se doter de moyens supplémentaires. Et un grand État est un État régulé. La régulation ne doit pas être une régulation à la française qui empêche, dont on pourrait se dire qu'elle, au fond, nous laissera avec un temps de retard vis-à-vis d'autres pays. On doit attirer des plateformes, on doit attirer les technologies, attirer ceux qui les créent et ceux qui les font vivre. Et puis en même temps, il y a évidemment une régulation nécessaire. Ce n'est pas tout à fait la jungle. Les géants du numérique sont déjà largement présents dans les solutions de paiement. Ils ne doivent pas pour autant surpasser les vrais acteurs financiers et bancaires. Il reste un gouffre et bien des obstacles à franchir que les acteurs traditionnels du secteur appuyés par les États ne sont pas pressés de voir disparaître. On peut toujours le comprendre. Pour autant, le temps peut être un grand ennemi. Gagner du temps, c'est parfois se laisser définitivement distancer quand il s'agit de compétences et de technologies. Mais je pense que chacun l'a compris. Donc, au moins, les différentes crises et les différentes évolutions du monde d'hier auront servi à quelque chose. Le secteur financier européen demeure encore trop fragmenté, vulnérable aux chocs asymétriques. Comparé au marché américain, le secteur bancaire reste très fragmenté. La part de marché des 5 principales banques européennes, c'est à peu près 20%, contre plus de 40% aux États-Unis. L'union bancaire doit donc progresser et le système financier européen doit avancer pour développer son autonomie. Et ça avance lentement. Comme l'union des marchés de capitaux, on n'est jamais au bout des choses. Le verdissement, enfin, est un enjeu important que vous aborderez durant cette matinée, à l'heure de banques durables, de finances vertes, etc., etc. Avec l'accroissement des catastrophes, les risques encourus lors de prêts aux entreprises pourraient devenir critiques au cours des 30 prochaines années. La Banque de France et la CPR ont fortement renforcé la supervision des risques climatiques associés au secteur financier. Et nous voyons l'engagement croissant du secteur financier en matière de finances durables. En quête de placement compétitif, les investisseurs se tournent vers la finance verte, peuvent donc créer des bulles vertes. Et certaines exploseront, évidemment. Il y a derrière le monde financier toujours cette notion immanente de risque. La Banque centrale a complètement intégré le changement climatique dans sa réflexion et a publié mercredi dernier le bilan de son premier stress test climatique. Dans une transition active et maîtrisée, le PIB européen chutera d'ici 2100 de 10%. Bon, ce n'est pas non plus extrêmement excitant comme conclusion, mais enfin, c'est justement pour essayer d'éviter ça. Et puis c'est très bien les stress tests, mais de temps en temps, il faut être un peu détendu et se demander si on peut progresser et faire changer l'évolution de notre PIB et le contenu de notre PIB de manière plus détendue qu'aujourd'hui. Cela dit, les investissements dits durables ont explosé ces dernières années dans des proportions qui rappellent plusieurs crises récentes, évidemment, sans parler de la bulle Internet ou de la crise de 2008. La Banque des règlements internationaux, dans son dernier bulletin, publié la semaine dernière, remarque de premiers signes de tension. Elle s'inquiète de la formation d'une potentielle bulle verte dont je parlais autour des investissements dits durables. Elle appelle à plus de transparence et de standardisation de ces produits, au risque de générer des déséquilibres financiers significatifs, car la BRI rappelle que les actifs liés à des changements économiques et sociaux fondamentaux ont tendance à faire face à une importante correction après un boom initial des investissements. Les classements aussi, les classements de type d'investissement par l'Europe, la taxonomie, tout ça est très important. On peut regretter pour l'instant le traitement du nucléaire, mais j'imagine que les choses n'en resteront pas là. Bref, entre bulle verte, risque climatique ou big tech, les phases de transition et l'humain ne doivent évidemment
Dans les phases de transition, l'humain ne doit pas être oublié. Un autre enjeu lié à la digitalisation sera de mieux de partager les données entre acteurs qui sont amenés à travailler ensemble. C'est déjà un peu le cas, et ce sont les règles. Assureurs, banques, dépositaires, banquiers privés, régulateurs gagneraient à s'accorder sur un référentiel commun de partage des données afin d'en réduire les coûts opérationnels et d'améliorer leur efficacité. Beaucoup de questions clés que vous allez aborder dans toutes ces tables rondes. Comment ces nouveaux acteurs des fintech compléteront-ils ou fragiliseront-ils les banques commerciales? Vaste sujet. Quelle sera l'intermédiation dans un monde qui fonctionnera de façon de plus en plus décentralisée? Ce sont autant de lignes qui sont au cœur de l'évolution de notre système financier. Et comme on l'a compris au moment de la crise de 2008, le système financier, il est au cœur de notre économie. Merci à vous.